L'année chinoise, le nouvel an chinois arrive le 22 janvier 2023. Nous allons rentrer dans l'année du lièvre d'eau. Cette année qui s'achève, c'était l'année du tigre d'eau. Nous allons parler des influences que nous allons subir pendant cette année du lièvre d'eau. Nous n'allons pas parler sur le point de vue astral, c'est-à-dire des influences des astres sur notre organisation, qui est rattachée à cette caractéristique zodiacale de l'animal, le lièvre, qui parfois, dans certaines cultures, est appelé chat ou lapin. Nous allons plutôt parler de l'influence, des influences que le ciel et la terre vont soumettre à nos organismes. Les Chinois l'appellent une année Gui Mao, qui est une année dont les influences vont donner une dynamique d'insuffisance de feu. Pour comprendre ce que ça veut dire, c'est que dans cette expression Gui Mao, on a une partie qui détermine l'aspect céleste, qui va être l'insuffisance de feu sur toute l'année. C'est l'ordre céleste qui est là. Et puis on va avoir une influence terrestre, une dominante terrestre qui va se partager dans la première et la deuxième moitié de l'année en deux qualités d'influence. Une qui sera plutôt de nature sèche, assèchement, sécheresse, dans la première moitié. Et dans la deuxième moitié qui sera du domaine de la chaleur. Pour revenir globalement sur l'année, la dominante, c'est cette chaleur en insuffisance. Comprendre où le feu en insuffisance. Comprendre ce que représente le feu dans la culture chinoise, et pas que dans la culture chinoise, c'est un élément qui permet de déterminer quelque chose qui va arriver à maturation, qui va arriver au maximum de sa croissance. Non pas à la fin de sa croissance, mais dire l'objectif maximal à atteindre pour pouvoir régresser tout doucement. Pour cela, la caractéristique du feu a deux aspects. Un premier aspect du feu, c'est l'aspect nécessaire à l'organisme pour détruire les choses, pour transformer les choses. C'est ce qui va être utilisé dans l'aspect de la digestion, qui permet de détruire, de brûler les aliments pour pouvoir en extraire le meilleur. Et puis, il y a un second aspect, c'est le fait que le feu va permettre d'éclairer, de voir le côté lumineux. En fait, va permettre de déterminer, de discerner les formes des choses. Ça va permettre d'avoir une analyse, une notion de clarté qui va s'exprimer. C'est ce qui va toucher davantage l'aspect mental de l'organisme. Le feu, pour bien fonctionner dans l'organisme, il a besoin de s'exprimer jusqu'au plus loin, au plus profond de l'organisme et au plus superficiel. Pour cela, il va s'appuyer sur tout un réseau qui est sous sa dominance, c'est le réseau des vaisseaux. À travers les vaisseaux, ça va impacter ou ça nécessite d'avoir de la fluidité. C'est-à-dire il nous faut des liquides qui vont circuler à travers les vaisseaux et qui vont véhiculer ce dynamisme jusqu'au plus superficiel de notre corps, jusqu'à notre teint, jusqu'à notre visage. Ça va dynamiser à travers cette circulation, à travers le sang ou la lymphe, et ça va apporter des nutriments, mais également des informations. Des informations nerveuses, neurologiques, pour pouvoir communiquer partout à travers le corps. Quand on reprend l'aspect physique du feu, de la chaleur, c'est quelque chose qui monte, qui est ascendant. C'est-à-dire que vous avez au niveau du plafond, il fait toujours plus chaud qu'au niveau du sol. Comme dans l'organisme, quand il y a de la fièvre, c'est surtout la partie haute où il y a de la fièvre, c'est pas la partie basse. La chaleur monte dans l'enfant. Et puis si jamais cette chaleur elle augmente partout, elle va aller vers l'extérieur
plus que vers l'intérieur. Parfois, c'est confiné à l'intérieur, mais sinon, sa nature, ça serait d'aller vers l'extérieur. Donc, quand cette année, la dominante que l'on va avoir, on va avoir quelque chose qui aura une tendance à ne pas alimenter suffisamment le dynamisme dans l'ensemble du corps, et ça va se répercuter plus dans la partie haute de l'organisme. Et on va retrouver dans cette partie haute des sensations de blocage. Pourquoi ? Parce que cette insuffisance de feu, de puissance circulatoire, va ralentir les modes de fonctionnement. Mais dans cette première moitié d'année, je vous ai dit, ce que la Terre va nous imposer un petit peu, c'est une dynamique d'assèchement, de sécheresse. Alors au début de l'année, ça ne va pas trop se ressentir, parce que c'est le printemps, les choses se mettent en route, ça bouge et tout ça. Mais quand va arriver la saison de l'été, où c'est une saison où les choses doivent être portées à maturité, doivent arriver à l'explosion jusqu'au bout, ça va être difficile en période de sécheresse. C'est-à-dire que c'est la sécheresse que la Terre nous a imposée, et d'ailleurs on le voit dans la nature, la Terre elle s'est asséchée, il manque d'eau partout. Le fait qu'on n'ait déjà pas beaucoup de choses à faire circuler, qu'on n'ait pas de dynamisme pour le faire circuler, en période d'été où on va pousser à l'extrême le système, il va être à défaut et pris à mal. C'est-à-dire qu'on va retrouver davantage de symptômes qui vont se marquer à type d'arrêt, de blocage, de spasme, de crampes dans la partie haute. Ces blocages, ces spasmes peuvent donner des sensations de douleur fixes, mais également des sensations d'inconfort, de mal-être, pouvant aller jusqu'à des angoisses. Cet aspect d'atteinte à la partie haute qui risque de bloquer va provoquer une situation où l'arrêt ne va pas être supporté par l'organisme et la réaction contraire à ça, c'est de créer des échauffements, des inflammations. Et ça va être une porte d'entrée aux infections, aux pathologies infectieuses. Donc on risque d'avoir une période où on sera beaucoup plus sensibilité. On appelle ça aujourd'hui une vague. Donc on risque peut-être d'avoir une vague d'infection dans cette période-là. Et ça, cela va durer jusqu'à la fin juillet. Dans la seconde partie de l'année, on va se retrouver avec toujours cette dominante où le feu est en insuffisance, mais l'impact de ce feu en insuffisance va diminuer progressivement puisqu'on n'est plus dans la partie ascendante de montée en puissance de l'année, on va être dans une partie descendante. Donc l'influence céleste va diminuer progressivement. Et dans cette diminution, on va avoir en compensation la Terre qui va nous offrir une période de chaleur. Oui, sauf que cette chaleur progressivement va s'additionner à l'autre et on risque d'avoir peut-être une période qui était au début compensée, parce qu'on n'avait pas de chaleur, et du coup on a la chaleur qui arrive, ça va nous mettre dans un confort, ça va être bien. Oui, mais peut-être que ça va être à un certain moment une trop grande chaleur qui va venir et qui va dérégler le système en nous imposant des chaleurs excessives pour la période. Et du coup, des agitations beaucoup plus importantes, des inflammations beaucoup plus importantes. La chaleur, dans la nature, elle a une influence sur les liquides. Elle travaille dans le cycle de l'eau. C'est-à-dire que nous avons besoin qu'il fasse chaud pour qu'il y ait une évaporation. Cette évaporation va permettre de créer des nuages qui vont se concentrer et se condenser et retomber en pluie. Et cette pluie qui tombe, normalement, elle est là pour alimenter la nature et donner des ressources de liquide, de fluidité, de circulation à travers les... Dans le corps, ça va être un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on a besoin de cette chaleur pour qu'elle aboutisse et qu'elle nous redonne une circulation dans le corps. Un dynamisme qui va nous permettre de transformer les choses. Sauf que là, comme il n'y a pas beaucoup de chaleur, le dynamisme qui va permettre de
transformé, qui doit avoir cette fluidité, cet aspect circulatoire, eh ben, ne va pas fonctionner de la même façon. C'est-à-dire que les liquides, ben, ils vont stagner. Et quand il fait un temps morose, ben, les liquides stagnent, tout reste humide et ça ne bouge pas, ça ne s'évapore pas, le linge ne sèche pas, tout reste en plan. Et ça a tendance à plutôt faire pourrir la situation, à nuire à la situation. Alors dans l'organisme, quand on a de l'eau en excès, quand on a ce mouvement d'humidité ou cette espèce d'humidité en excès, comme on n'arrive plus à le gérer, il va stagner. Et où il stagne, principalement dans la partie basse du corps. On va risque d'avoir davantage d'estases, de liquide, dans la partie basse du corps, qui vont ne pas monter, puisque c'est lourd en fait l'humidité. Ils auront du mal à monter. Donc on aura une partie asséchée en haut, qui va se manifester, et une partie comment dirais-je, englairée ou alourdie, une partie qui va être encombrée d'humidité, avec une humidité qui va stagner et non pas circuler. Et ça va créer donc des zones avec des œdèmes, des gonflements. Et comme ces parties qui stagnent, toujours pareil, le corps n'aimant pas les choses qui vont stagner, bah, ça risque d'avoir des réactions contre et créer des inflammations type rhumatisme inflammatoire, des blocages inflammatoires. Et au niveau du petit bassin, si jamais ça stagne, bon, on risque d'avoir des infections urogynéco ou alors des diarrhées, des selles plus pâteuses du fait d'un encombrement d'humidité. Même si il y a de la sécheresse, cette humidité, elle va être là, mais elle va s'épaissir et va s'alourdir davantage. Donc ça, c'est un des gros risques de la situation. Et quand la chaleur va arriver, le risque de cette humidité, c'est qu'elle ne soit pas retransformée tout de suite en quelque chose de fluide, parce qu'il va falloir la transformer avant, mais que ça soit quelque chose qui va s'épaissir davantage et qui va bloquer encore un peu plus le système. Donc, comment nous allons pouvoir dynamiser notre corps? Comment nous allons pouvoir impulser un petit peu de vitalité, parce que de circulation dans notre corps? Dans les techniques hygiéniques et les techniques corporelles, dans les cultures du yoga ou du qigong, on parle souvent de centres d'énergie ou des centres de dynamisme qui se passent au niveau du bas-ventre et qui vont permettre de donner de la vitalité au corps, de donner une stimulation. Ces centres énergétiques, il va falloir les travailler, il va falloir les utiliser pour pouvoir justement suppléer à ce qui va nous manquer dans l'organisme. Et ces petites chaleurs, ces petits feux intérieurs, ces petits rayons de soleil intérieurs qui vont permettre de se dilater, de faire circuler, non pas de se rétracter et de s'assécher, vont permettre de refaire monter un peu de fluidité dans l'ensemble du corps et amener à un confort, en fait, d'échange et de transformation dans le corps. Ce travail, c'est un travail méditatif, c'est un travail comportemental sur lequel il faudra jouer. Dans la pratique gymnique, si on commence à avoir des activités gymniques en dehors d'un entraînement habituel de quelqu'un qui a un entraînement habituel, on veut faire une activité physique où on va transpirer, la transpiration se fera principalement dans la partie haute du corps, on va reperdre des liquides dans la partie haute du corps, ça risque d'assécher encore plus le système. Donc il faudra faire attention. Donc on sait qu'au niveau de la gestion du corps, il faudra s'hydrater davantage, ou du moins s'hydrater régulièrement, pas forcément davantage, mais en conscience pour pouvoir maintenir les choses. Ce qui fait que ça nous amène à se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir manger, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir aider. Voilà. Déjà, on sait qu'on va avoir la sécheresse en haut. Ce qui serait bénéfique,
c'est d'arriver à humidifier l'ensemble là-haut. Quels sont les systèmes organiques qui sont sollicités? Ceux qui vont souffrir le plus, ce sont ceux qui ont pour ordre de faire circuler les choses et de distribuer, de diffuser. Principalement, les deux qui vont souffrir le plus, c'est le poumon qui a besoin en permanence d'humidité. S'il n'y a pas d'humidité, ça va s'assécher. On a déjà vu une période où les poumons sont un petit peu plus secs, où ils n'ont pas pu travailler correctement et que ça a créé des infections et des inflammations. Et puis, le deuxième, c'est celui qui est responsable un petit peu de la distribution du rythme dans l'ensemble, ça va être le cœur. Et qui a besoin, lui, d'avoir un certain volume de liquide à distribuer normalement et qui ne s'affole pas si le liquide est constant. Le volume est constant. Si jamais ça vient à manquer, il risque de travailler un peu plus et de se fatiguer. Pour cela, qui sont les systèmes qui sont responsables de la production, en fait, de récupérer ces liquides et de les monter, les donner au corps? Principalement, c'est la rate, dans la version chinoise de la rate, c'est-à-dire un organe qui est lié à l'estomac et qui va transformer les liquides, fabriquer du support pour faire du sang, qui va distribuer ces liquides, ces fluides dans la partie haute du corps, les mettre aussi à disposition au niveau du foie, et qui va également contenir ces liquides dans les vaisseaux. Donc chargé de distribution, de transformation, d'élaboration et de maintien, cette rate, elle doit bien fonctionner. Et dans la récupération des liquides de l'organisme, on a encore deux systèmes. Ce sont l'intestin grêle et le gros intestin qui vont récupérer également des liquides et qui seront nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme. Alors, dans notre alimentation, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider ces systèmes-là? Donc, on garde en tête que j'ai des liquides qui risquent de stagner en bas, que j'ai de la sécheresse dans la partie haute du corps et que je suis sur un système dynamique un petit peu fatigué, un petit peu épuisé, un petit peu ralenti. Donc les aliments sur lesquels il faudrait que j'évite de plonger trop rapidement dessus, ce sont tous les aliments crus et froids, tous ceux qui apportent de la fraîcheur. Donc si je mange des aliments crus et froids, il va falloir que je fasse attention parce que je vais ramener du froid dans mon corps. Et le froid, lui, c'est justement l'opposé de la chaleur. C'est celui qui va apparaître parce qu'il n'y a pas de chaleur. J'en ai pas parlé, mais la sensation que l'on va avoir au niveau cutané, comme ça ne circulera pas, c'est plutôt une peau fraîche, des extrémités froides, parce que ça ne diffusera pas jusqu'au bout. Ça va s'arrêter, donc il n'y a pas de vie, donc ça sera froid. Donc si je mets en alimentation du froid, je vais ralentir encore le processus. À moins de tricher. Alors, on connaît certaines combines qui permettent de tricher. Par exemple, le melon est un aliment très froid. Non seulement il est froid, mais en plus sucré. Et le sucre, ça ne sera pas une chose qui sera intéressante parce que ça a tendance à dilater le système, ça nous mettra dans un inconfort à dilater le système, et si j'ai rien à remplir dans mon corps, ça va stagner davantage. Donc le sucre, il faut toujours faire attention. Dans le melon, il y a des personnes qui veulent manger avec du jambon de pays, quelque chose un peu salé, ou du poivre et du sel, des choses qui vont permettre de redynamiser un petit peu cet aliment. En fait, on triche un petit peu sur cet aliment. On peut très bien le manger aussi avec de l'ail séché ou le mettre dans une salade où il y a des oignons, des échalotes, qui sont des aliments qui sont échauffants. Donc, il n'y a pas une interdiction absolue. Il y a une façon de manger en conscience où là, je mange que du froid, et là, je vais manger du froid, mais je vais y mettre quelque chose qui va réchauffer un petit peu le système. Voilà. Au niveau justement des saveurs qui vont aider, les saveurs piquantes,
D'accord? Là, on parlait de l'ail, des échalotes, des oignons. Ce sont des saveurs qui sont piquantes et qui vont être plutôt ascendantes, qui vont faire monter. Le gingembre est un aliment qui est piquant et qui permet de faire monter les choses. Donc, on peut utiliser ce genre de saveur pour pouvoir un petit peu compenser et faire monter les liquides dans la partie haute du corps pour mieux hydrater la partie haute. Dans les autres natures de saveurs, il y a une saveur qui sera intéressante. C'est une saveur, une fois qu'on sera suffisamment hydraté, c'est de refaire descendre les liquides, et notamment les liquides du bas du corps, les éliminer, les drainer pour qu'ils soient évacués vers le bas. Et l'amertume, c'est une saveur qui récupère les liquides et qui les permet de dégager. Alors ça nous amène aux cuissons. Pour trouver de l'amertume, les amers que l'on trouve facilement dans l'alimentation, ce sont souvent les feuilles cuites. Les salades cuites, les endives cuites, la mâche cuite, c'est très amer. Voilà. Ce sont des saveurs qui vont permettre d'évacuer les liquides. Donc ça dégorge un petit peu le petit bassin. Par rapport aux cuissons de cette année, c'est certain que les aliments à type de grillades, des choses très cuites, très grillées, ne seront pas à prendre en considération. Parce que ce sont des aliments qui sont tellement échauffants que comme on n'a pas beaucoup de liquide dans le corps, on risque de ne pas bien les digérer, de ne pas avoir la capacité de les digérer complètement, ou alors ils vont nous assécher, ils vont nous aggraver davantage. Donc il faut faire attention de ne pas prendre des aliments trop échauffants. Donc dans les cuissons, on peut rester sur des cuissons type cuit vapeur, mijoté, bouilli, blanchi, toutes ces cuissons qui sont faites dans un milieu aqueux, un milieu liquide. Mais avant de les manger, eh ben on les fait un peu briser. On les fait passer un petit peu à la poêle, on les fait passer au wok, on les fait un peu sauter. C'est-à-dire qu'on garde l'humidité au sein du légume cuit, et puis le pourtour, on lui redonne de la chaleur, on lui redonne une dynamique qui va permettre de favoriser la transformation et la digestion. Donc, pour pas que ces liquides en excès viennent noyer le corps, eh ben, on va jouer sur cet aspect un petit peu échauffé pour pouvoir mieux digérer. Ça va être une alimentation de base pour toute la première partie de l'année. La seconde partie de l'année, où justement progressivement l'insuffisance de feu va être compensée par le feu qui sera là, terrestre, donc il y aura un moindre mal, mais après ça risque de devenir un peu plus important parce qu'on sera sur deux stimulations échauffantes de chaleur et de feu. On favorisera des alimentations qui seront plutôt de nature à être cuites aussi dans de l'humidité, parce qu'il nous faudra des liquides. Et là, comme on rentrera dans l'automne et l'hiver, les plats de saison de ces périodes-là seront intéressants. Tout ce qui est mijoté, tous les civets, toutes les choses qui sont dans des liquides, qui cuisent dans les liquides, des pot-au-feu, seront intéressants pour pouvoir justement avoir un aspect d'apport de liquide et de nutriments suffisamment conséquents pour pouvoir passer le cap. Les bouillons sont intéressants également. Donc il faudra hydrater, mais pas rafraîchir. Il faudra hydrater pour mettre de l'eau dans le système pour qu'il supporte davantage cette période d'échauffement. Tout ce que je viens de décrire, ça peut se subdiviser encore en des périodes mensuelles. Et toujours pareil, il va y avoir des variations plus ou moins fortes en fonction du cumul de ces différentes énergies. Mais là, on rentre dans une approche beaucoup plus spécifique que certains thérapeutes utilisent pour pouvoir aider et comprendre le patient. Dire qu'on va faire ça toute l'année, ce n'est pas obligé, mais on va le garder en mémoire. Et quand on aura dans notre dysfonctionnement des signes où on verra que tiens, oui, je respire moins bien parce que je suis un peu sec, ou tiens, je dors moins bien, ou j'ai la peau plus froide,
où je me sens un peu oppressé, où j'ai des pointes à la poitrine, ou des contractures au niveau du dos, où j'ai une infection urinaire, où j'ai des pathologies basses, je vais reconnaître une symptomatologie qui est à l'image de cette insuffisance de dynamisme de feu dans le corps. Donc je sais que ça sera l'influence universelle qui sera la cause de mon petit problème. À moi de me régler. Et puis si je trouve que j'ai des pathologies qui ne sont pas liées à ces influences du moment, c'est peut-être que moi, je me suis déréglé et j'ai fait des erreurs dans mon comportement, dans mon attitude, dans mes façons de faire. Donc à ce moment-là, à moi de me corriger en fonction de mes erreurs. Chacun va vivre l'année un petit peu à sa façon, va s'adapter en fonction des variations. Euh, c'est certain que là on décrit un tableau un petit peu lourd, un petit peu impressionnant, mais bon, on va avoir des variations et chacun va en faire ce qu'il veut. À nous de garder ça en mémoire et de comprendre ce qu'on peut faire et comment on peut gérer un petit peu notre alimentation, notre approche de cette période un petit peu extraordinaire, comme chaque année, qui nous apporte toujours quelque chose d'un petit peu extraordinaire. Donc, je vous souhaite une très bonne année du lièvre d'eau, un bon réveillon du 21 pour ceux qui fêtent le Nouvel An chinois. Et si cette vidéo vous a plu, elle peut apporter des conseils, des idées ou des réflexions à d'autres, partagez-la, ça ne peut que servir. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des petits commentaires à faire sur cette vidéo. Merci, à très bientôt.